Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne organisée par le RTES. J'invite Justine Métro qui doit être par là allumée. Voilà, sa caméra pour le moment et on va démarrer. Donc oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne organisée par le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, autour de la question des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, et des collectivités territoriales. C'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder à de nombreuses reprises au RTES et on a produit de la ressource, notamment un point de repère sur le sujet et différents documents que je vous partagerai dans le fil de discussion juste après cette petite introduction. Et on a aussi à cœur de valoriser les collectivités qui développent des politiques de soutien à ces sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est le cas de Rennes Métropole, de Clermont-Auvergne Métropole, mais voilà, j'aurai l'occasion de partager quelques éléments et puis surtout d'autres collectivités participeront et partageront également leur expérience. Donc, un statut auquel le RTS est particulièrement attaché parce que voilà, on trouve que c'est un statut très utile pour associer une diversité de parties prenantes autour d'un projet économique collectif. Et donc voilà, le temps d'aujourd'hui n'aura pas pour objet de revenir sur les bases de ce qu'est une société coopérative d'intérêt collectif, même si en fait on y reviendra, mais très très rapidement. Cette conférence a plutôt pour objet de s'attarder sur les questions juridiques que se posent les collectivités et qu'elles nous posent en fait au RTES par rapport à leur prise de part au capital d'une SIC ou à leur mode de contractualisation avec une SIC et où d'ailleurs. Et donc ces différentes questions, on a tâché de les compiler et de faire appel à 4 intervenants pour y apporter des réponses complémentaires et des témoignages. Avant de vous les présenter, je souhaite revenir sur quelques petites règles de base par rapport à à la conférence, excusez-moi, un petit bug, par rapport à la conférence en ligne d'aujourd'hui. Vous dire que vous êtes 90 inscrits et actuellement plus de 55 participants connectés, mais que pour tout le monde sache un peu qui participe et puis que ce soit un peu plus concret pour tous, je vous invite à indiquer vos noms, prénoms et structures ou collectivités, puisqu'à vrai dire, la très grande majorité d'entre vous êtes de collectivités territoriales, dans le fil de discussion. Ça permettra à tout le monde d'avoir une idée de qui vous êtes les uns les autres. Et puis bien sûr, à utiliser le module de discussion également pour poser des questions ou envoyer ou partager votre expérience. Concernant les questions aux intervenants, comme je le disais, on a vraiment contracté toutes les questions qui nous arrivent habituellement au RTES. Il y en a pas mal auxquelles il y aura sans doute des réponses abordées au cours de cette visioconférence. Donc, je pense que je les partagerai si c'est le cas au moment le plus opportun. Et sinon, très certainement à la fin, on a prévu de garder un temps pour les questions qui resteraient en suspens. Voilà, on va tout de suite démarrer. Alors, j'ai un souci avec mon diaporama, excusez-moi, et par un petit tour de table numérique. Et puis, on va commencer avec Florence Chambol, qui est déléguée régionale à l'URSSCOP Île-de-France et qui va également en profiter pour nous faire un rapide rappel de ce qu'est une SIC et du statut de SIC. Florent, voilà. Bonjour à tous. Donc je vais me présenter, puis peut-être je ferai la mini présentation du statut après le tour de table. Et donc je suis délégué régional à l'Union régionale des SCOP et des SIC Île-de-France depuis 2 ans et j'accompagne principalement des projets de transformation d'entreprises et d'associations en SCOP et en SIC. Voilà, donc on a une part grandissante, nous, de SIC, puisque cette année, par exemple, c'est une trentaine de projets de SIC accompagnés. Donc, il y a une part de plus en plus importante de SIC dans les projets accompagnés par rapport presque plus que les scopes aujourd'hui. Voilà. Merci Florent. Eh bien, continuons le tour de table. Peut-être Philippe? Oui, bonjour.
Philippe Mingot, donc moi je suis chargé de projet au conseil départemental du Val-de-Marne. Je travaille sur les questions d'agriculture responsable et d'économie sociale et solidaire. Et le département participe à au moins 2 SIC à ma connaissance, 2 SIC départementales. Et nous sommes sollicités de plus en plus pour entrer dans le capital de SIC. Merci Philippe. Peut-être Benjamin, et en faisant un petit focus sur le rôle et l'objet de Finacop. Tout à fait. Donc, Benjamin Garopinet de Finacop. Donc, moi, je suis responsable du pôle juridique de Finacop, qui est un cabinet d'expertise comptable et juridique. Le premier sous forme de SIC, donc qui a la spécificité du coup d'avoir ses bénéficiaires au sociétariat. Donc, c'est la première coopérative d'expertise comptable d'intérêt collectif. Donc, on accompagne pas mal de SIC. On va dire que c'est un tiers de notre portefeuille de près de 400 structures, les missions autour des SIC, plus largement des coopératives. Donc, je crois qu'on a estimé qu'on accompagnait près de 10% des créations ou transformations SIC de France chaque année, en lien avec les URSCOP, puisqu'on est nous-mêmes comme SIC adhérents de l'URSCOP Île-de-France. Et j'ai une autre casquette du coup depuis juin, d'élu municipal à l'île Saint-Denis en charge de l'économie sociale et solidaire et des achats responsables. Et notamment au niveau de pleine commune, on intervient pas mal en subvention auprès des SIC, mais comme auprès d'autres structures de l'ESS, mais plus singulièrement au sociétariat, puisqu'on a un protocole qui fait qu'on est déjà entré au sociétariat de 5 SIC sur le territoire de pleine commune. Merci. Et Justine Métro de la Banque des Territoires, en prenant un petit temps pour présenter voilà, comment la Banque des Territoires a fait le choix d'accompagner les SIC. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je travaille au sein de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Donc direction de l'investissement qui fait des investissements en fonds propres et quasi fonds propres dans des projets, beaucoup des projets immobiliers, d'infrastructures numériques, d'énergie renouvelable, mais qui a aussi un département dédié aux structures de l'ESS et aux sociétés d'économie mixte. Et donc j'appartiens à ce département. Et dans ce département, donc on investit dans différents axes liés à l'ESS, notamment la transition alimentaire, la question du vieillissement, du handicap, les questions d'économie circulaire. Et donc la Banque des Territoires, depuis 2015, a étoffé ou élargi un peu sa palette d'outils financiers pour pouvoir intervenir dans des SIC, parce qu'elle a constaté que c'était une forme juridique essentielle pour le développement de l'ESS et qu'il y avait donc des besoins de financement et d'investissement, donc de financement en fonds propres et quasi fonds propres. Et donc on investit dans des SIC aujourd'hui en capital ou avec des instruments de quasi fonds propres que je pourrais peut-être vous présenter plus tard s'il y a des questions ou en tout cas au cours du webinaire. Très bien, merci beaucoup. Et donc, je redonne la parole à Florence Jambol pour qu'il nous fasse un rappel, on va dire, du statut SIC. Et moi, je vais tout de suite vous partager dans le fil de discussion des outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, merci. Du coup, j'ai proposé de faire un petit flash avant de rentrer dans des questions qui sont quand même très techniques et juridiques. Du coup, on se fait plaisir un petit peu en reparlant des principes de base des sociétés coopératives d'intérêt collectif, et puis ça fait un rappel à tout le monde. Donc, on est sur des sociétés commerciales, SARL, SAS et coopératives. Donc, si on reprend la notion de coopérative, on a historiquement des coopératives qui sont pour une catégorie à chaque fois d'acteurs, donc coopératives agricoles, coopératives de commerçants, d'artisans, etc., etc. Et puis, on a les SCOP qui sont les coopératives de salariés. Et on a en fait une nouvelle forme innovante en 2001 seulement, donc c'est quand même un statut qui reste récent, la SIC, qui est originelle puisque c'est la première coopérative qui associe différentes catégories en fait d'associés. Et c'est là le principe à comprendre parce qu'on l'appelle d'intérêt collectif dans le sens où on part du principe que si un bien commun est géré par différentes catégories d'associés, il sera géré de manière utile socialement. Donc, on peut prendre un exemple très simple. Si on prend une forêt et se dire si elle est gérée par une seule catégorie, les exploitants, contre si elle est gérée par 3 catégories, les citoyens, le territoire et les exploitants, on peut se dire qu'elle sera gérée de manière plus utile socialement pour le territoire et pour tous les acteurs.
Donc, c'est vraiment le grand principe de la société coopérative d'intérêt collectif et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et ensuite, on a tous les mêmes principes que dans les coopératives, à savoir gestion démocratique, une personne, une voix, des réserves impartageables, pas de plus-value sur le capital social, et ce qui confère au statut de SIC le fait qu'il soit bien dans l'économie sociale et solidaire. On est sur des entreprises qui sont ni vendables, ni délocalisables, et pas de possibilité de faire de plus-value sur les parts sociales et des réserves, comme je le disais, impartageables. Donc, en plus de ces caractéristiques-là, on a la grande caractéristique des SIC qu'on appelle le multisociétariat, avec en fait des associés qui vont, contrairement au SCOP, où on retrouve que des salariés quasiment dans le sociétariat. Là, on aura 3 catégories d'associés obligatoires, à savoir les salariés producteurs, les bénéficiaires, et une autre catégorie parmi laquelle les collectivités territoriales peuvent rentrer. Et du coup, on est sur le premier statut de société commerciale où effectivement les collectivités territoriales peuvent être associées sans décision du Conseil d'État et du coup par une prise de participation relativement simplifiée au capital. Voilà. Merci Florent. Alors, première question qui nous a été, qui nous est régulièrement remontée au niveau du RTES. Quels sont les fondements juridiques de la participation d'une collectivité territoriale au capital d'une SIC? Et alors, je crois que c'est aussi Florent qui commence à répondre à cette question. Ok, donc je vais faire assez rapide en donnant vraiment les points de loi. Donc la loi qui définit les SIC, c'est 2001 et elle instaure la possibilité dès 2001 en fait pour les collectivités d'investir au capital des SIC sans nécessité d'une autorisation ou d'une décision de l'État. Donc c'est indiqué tel que dans la loi de 2001 et à cette époque-là, la collectivité a la possibilité d'aller jusqu'à 20% du capital de la SIC. Tout en retenant qu'on reste sur le principe de une personne physique ou morale, une voix. Donc le fait d'avoir 20% ne détermine absolument pas un pouvoir plus important dans le sociétariat en assemblée générale. Le deuxième point par rapport à la loi, c'est qu'en 2014, dans la loi ESS, on va rendre, on va en fait relever ce plafond de 20% en disant que les collectivités pourront désormais investir jusqu'à 50% du capital des SIC. Et en fondement juridique qui est bon à rappeler et qui est peut-être le principe de base assez simple aussi à retenir, hein, c'est que la collectivité, son risque est limité à hauteur de l'apport qu'elle va investir en capital dans la SIC. Et déjà, si on retient ça, c'est une notion assez simple de risque limité à hauteur de l'apport investi. Donc ça, c'est important à retenir. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant et je laisse mes collègues conférenciers continuer. Benjamin, peut-être? Oui, effectivement, c'est dans le seul article, précisément 19 septies de la loi de 47 à l'alinéa 4 qu'on a cette possibilité offerte aux collectivités et leurs groupements et établissements publics. Donc, ça peut être une SEM, etc. À savoir que ce seuil de 50%, donc, a été relevé à 50 en 2014, il concerne ces collectivités prises dans leur ensemble. Donc, ce n'est pas chacune des collectivités qui peut monter jusqu'à 50%. Donc, on ménagera aussi, quand on fait entrer une collectivité, le fait potentiellement de garder de la place pour une autre, ou alors ça peut être des augmentations relatives, mais il y a ce sujet-là. Et effectivement, rappeler que les SIC sont adossés à des sociétés commerciales à responsabilité limitée, donc il n'y a pas de risque de perte ou de responsabilité plus large que les seuls apports, en sachant que ces 50%, c'est le capital social. Ça exclut évidemment pas du tout, on le verra, des subventions, du compte courant d'associés et d'autres outils comme ça. Très bien. Merci beaucoup pour ces références qui effectivement nous sont souvent demandées. J'en profite à ce moment-là pour vous dire qu'il y aura un retour écrit où on pourra les noter, sans doute la semaine prochaine, mais voilà. Ou si Benjamin, Florent
notamment veulent partager les références dans le fil de discussion, c'est aussi possible, mais en tout cas, sinon, il y aura également un retour écrit. Alors, autre question qu'on souhaitait aborder, qui nous est là aussi très régulièrement posée, c'est la question de l'entrée au capital d'une SIC au regard des compétences d'une collectivité. De manière générale, quels en sont les principes? Et puis peut-être qu'on aura l'occasion, notamment à travers l'exemple du conseil départemental du Val-de-Marne, d'avoir un retour, un exemple précis. Peut-être Benjamin, là-dessus, pour commencer? En fait, la SIC est une entreprise. Alors, une entreprise qui a la singularité, donc adossée à une société commerciale, d'être la seule forme de société commerciale en dehors des EPL, des entreprises publiques locales sous leurs différentes formes, dans laquelle une collectivité puisse prendre part. Mais un peu comme une association, on s'attachera moins à sa forme qu'à son activité, son objet social. Donc l'enjeu légal, alors même si on lisait la possibilité des collectivités d'être dans des SIC est disposée par la loi coopérative, il n'en est pas un mot dans le Code général des collectivités territoriales au CG3P. Pour autant, on a quand même ce principe de spécialisation qui s'applique et qui veut qu'une collectivité peut entrer dans une SIC dès lors que l'une au moins des activités, pas seulement l'activité principale, donc l'une au moins des activités qui sont essentialisées à l'objet social, rentre dans au moins l'une des compétences des collectivités territoriales. Là-dessus, il y a pu avoir des doutes sur les SEM notamment et la pluralité de collectivités. Il n'y a jamais eu ces doutes-là sur les SIC et la possibilité d'avoir différentes collectivités au sein d'une SIC sur différentes d'ailleurs compétences de la SIC. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Florent, vous souhaitez compléter là-dessus ou Philippe peut-être? Ben voilà, je ne sais pas, Florent, non. Je laisse peut-être Philippe parler, ce sera peut-être plus intéressant d'avoir son point de vue pour compléter. Oui. Très bien. Nous, on est au capital de 2 SIC, au moins à ma connaissance. Une SIC qui s'intitule la COP Bio Île-de-France. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Non, ça ne marche pas. Je me suis assis. Est-ce que vous voyez là? Non, il faut d'abord arrêter le mien. Voulez-vous continuer? Voilà, ici. Voilà. Donc, on est sociétaire de la SIC Coopérative Bio d'Île-de-France. Vous voyez qu'il y a 99 actionnaires. Ça, c'était au 17 mars dernier. Il y a plusieurs collèges. Le collège principal, le collège fondateur, c'est le collège des agriculteurs, parce que c'est une SIC qui achète les produits agricoles et qui les distribue. Et puis, vous voyez, il y a les salariés, il y a des partenaires institutionnels comme le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. Il y a des collectivités locales qui sont assez nombreuses. Vous voyez le département du Val-de-Marne parmi ces collectivités. Et il y a aussi des transformateurs et des clients. Donc, c'est vraiment multipartenarial. Et donc, nous, on n'a pas eu de problème particulier pour adhérer à cette SIC. Je sais qu'il y a des questions sur la participation des départements, mais c'est dans le champ de compétences des départements d'intervenir sur les questions agricoles, comme on peut intervenir sur les questions sociales, d'handicap, de médico-social, de développement durable. Et donc, on peut tout à fait participer au capital de ces SIC et accompagner la vie de ces SIC sans problème. Mais il y a évidemment certains domaines de compétences qui échappent au département. Là, je ne pense pas qu'il faille s'aventurer partout. Voilà. Vous avez bien vu ou... Oui, très bien. Voilà. Merci. Je vous laisse le retirer ou c'est moi qui le retire? Je veux bien que vous le retiriez, puis je repartagerai le mien. Okay. Justine, vous vouliez Oui, je voulais
partager aussi un exemple de SIC dans lequel une collectivité est entrée au capital et dans laquelle la Banque des Territoires est aussi, intervient également. C'est la SIC Totem, Totem Mobi, qui est une société coopérative sur l'agglomération de Aix-Marseille-Provence et qui donc organise le covoiturage qui propose une flotte de véhicules et donc qui permet d'organiser le réseau urbain, le transport urbain, qui est, je pense, une compétence de l'agglomération. Et du coup, l'agglomération d'Aix-Marseille est entrée au capital de la SIC et la Banque des Territoires aussi y est entrée. Donc, c'était juste un petit exemple où je pense qu'on voit bien le lien entre les compétences de l'agglomération et le fait qu'elle puisse intervenir dans la SIC. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Florian, vous vouliez compléter? Peut-être juste témoigner, parce que c'est vrai qu'il y a il y a quand même toute une partie de projets de SIC qui émanent directement des collectivités. Et en fait, on retrouve, et ça, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est le fait que c'est des compétences partagées, mais il y a des volets sur lesquels on en trouve assez souvent des SIC, d'autres pas du tout. Par exemple, dans la mobilité, c'est vrai qu'on en retrouve assez souvent avec des collectivités impliquées. Il y a un domaine, par exemple, rénovation énergétique, où on est sur des projets multipartenariaux assez complexes, où finalement, dans la plupart des projets, pour le coup, dans ma vie professionnelle antérieure que j'ai pu accompagner, on pensait à la SIC assez naturellement. Voilà, donc c'est pas un réflexe qui est vrai sur tous les types de compétences. Je pense que voilà, il y en a aussi pas mal sur la santé, en tout cas en réflexion ou en cours d'accompagnement. Mais voilà, on retrouve en tout cas quelques compétences comme ça un peu phares où il y a de plus en plus de projets de SIC, donc entre mobilité, santé et tout ce qui est lié à l'énergie. J'ajouterais peut-être sur la participation des collectivités au SIC, puisque alors on compte maintenant près d'1 millier de SIC et c'est près de 40% qui comptent au moins une collectivité au sociétariat. Quand j'invente rien, c'est notamment les chiffres du RTES. Mais du coup, effectivement, on a de plus en plus de SIC qui sont suscités par des collectivités. En aucun cas, à l'instar d'une entreprise publique locale, SEM ou autre, c'est la collectivité qui va créer et faire, par exemple, un appel à projet ou un marché, d'ailleurs, pour mobiliser les catégories privées comme une SEM. On est vraiment sur l'idée d'une initiative privée, alors qui peut bien entendu être suscitée sur le débat entre la subvention et le marché public. Mais du coup, on peut très bien imaginer une collectivité qui souhaiterait voir émerger une SIC sur ce sujet-là, dans laquelle elle souhaiterait par ailleurs pas prendre part en second lieu, et susciter du coup une initiative privée en ce sens-là. On sait bien faire avec les associations. Voilà, juste cette précision-ci. Mais effectivement, on a beaucoup de SIC qui, finalement, ont un objet qui résonne beaucoup avec des politiques publiques. On pense beaucoup sur l'énergie renouvelable. On accompagne beaucoup de SIC avec énergie partagée sur l'énergie renouvelable avec les collectivités, que ce soit sur du biogaz, etc., en lien avec les agriculteurs, etc. Mais du coup, beaucoup de SIC comptent aujourd'hui la collectivité comme partie prenante des lancements du projet. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut saluer. Alors même que jusque-là, c'était plutôt des SIC, Scope ou SO Transformé aussi, qui créent ex nihilo, qui venaient en second lieu seulement rechercher la participation de la collectivité. C'est aussi une façon de stabiliser la relation par rapport aux subventions, etc. Très bien, merci. Alors, j'ai voulu partager une question, mais je l'ai perdue du même coup. Nous avons une question. Alors, je n'ai pas le bon nom, mais j'essaie de retrouver après qui la pose, qui dit « Le retour en force du bloc communal et l'application du principe de subsidiarité ne sont-ils pas des éléments favorables à la participation de communes et d'EPCI au capital d'une même SIC et permettre des financements croisés ?» Peut-être, je ne sais pas, est-ce que Benjamin, par rapport à… Je suis tenté de dire bien sûr. Après, c'est une question de volonté politique et puis de budget communal. Alors, malgré la clause, puisqu'il y a une question de compétence, il y a aussi une question de moyens, les villes partagent aussi de plus en plus, en tout cas pour le territoire que je connais, donc
le 93 à Plaine Commune. On est la plus petite ville à 8000 habitants, ce qui peut paraître important pour certains territoires ruraux. Mais on a peu de moyens sur un certain nombre de compétences, notamment vis-à-vis des SIC, où on mutualise tout avec notre PCI. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, oui, nous, on encourage plutôt la complémentarité d'action. Je pense que la SIC, qui a quand même plusieurs essences, hein, tant associatifs que coopératifs SCOP, que aussi issus des collectivités pour dépasser les GIP, etc., se veut un outil de coopération et donc multisociétarial, pluricatégorial, comme le rappelait Florent, et notamment entre collectivités. Il n'est pas rare sur un territoire qu'on ait la région, le département et la commune ou l'interco dans une même SIC, parce que la SIC va avoir un objet social pluriel. Elle a son activité rentable, hein, parce que c'est une entreprise, mais à côté de ça, elle va avoir des activités plutôt sociales sur le territoire, de cohésion, etc., culturelle, d'éducation populaire, et donc des objets qui sont totalement complémentaires entre les collectivités au niveau d'un même projet, sachant que c'est quand même à la même population sur un territoire qu'on cherche à s'adresser. Donc la SIC est aussi un médium intéressant pour ça. Très bien, merci beaucoup. Et je précise, pardon, que c'était donc une question de Franck Reitler de la ville de Metz. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté. Je vous ai demandé de partager vos noms, prénoms et structures et surtout collectivités dans le fil de discussion. Et c'est vrai que je ne vous ai pas précisé d'écrire à tous les conférenciers et tous les participants. En fait, les conférenciers, c'est uniquement nous 5 là, qui partageons micro et caméra. Si vous voulez vraiment écrire à tous, il faut que vous précisiez tous les conférenciers et tous les participants. Voilà, petite aparté technique. Est-ce que Florence souhaitait apporter des précisions ou un complément à la question À la limite, précédente? juste très rapidement, mais c'est pour dire, normalement, nous, généralement, quand on répond à la question de la compétence, on dit que naturellement, de fait, si je n'ai pas la compétence en tant que collectivité, de toute façon, j'interviendrai sûrement pas sur le projet, étant donné qu'il faut vraiment se dire que les parties prenantes de la SIC, c'est un échange gagnant-gagnant. Je vais apporter quelque chose, je vais en retirer quelque chose. Pas forcément un échange économique, ça peut être une plus-value autre, hein, sociale, environnementale, etc. Mais du coup, naturellement, normalement, cette question-là est assez vite réglée, quoi, hein. Si j'ai pas vocation à intervenir sur cette compétence-là, naturellement, j'irai pas dans cette SIC, etc. Et après, juste, mais je crois que Benjamin l'a déjà dit, il n'y a pas du côté droit coopératif, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, lié au statut de la collectivité et au droit public, en fait, et à la loi NOTRe, etc. Mais ça ne va pas être limité, en tout cas, au niveau du droit coopératif. J'ajouterais peut-être que la difficulté, c'est justement que la SIC, elle peut s'inscrire parce qu'elle a un objet qui est dans la voie coopérative dans tous les domaines d'activité humaine, donc qui peut être très large et potentiellement on pourrait absolument trouver une SIC dans 100%, j'imagine, des compétences des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. La difficulté, c'est que celles qui pensent SIC sont plutôt celles qui, notamment, ont un petit bout de délégation ESS et qui sont sensibilisées à ces sujets-là. Et on salue notamment l'action du RTES à ce titre-là. Je pense que c'est intéressant que la SIC, moi je le fais beaucoup au niveau de mon conseil municipal, se soit de présenter aussi des initiatives dans lesquelles la collectivité puisse prendre part au niveau de SIC sur des compétences qui sont très éloignées pour le coup de ma délégation ESS, qui est du coup très transverse, puisque c'est plus un mode d'entreprendre qu'un domaine d'activité, pour aller chercher et tirer la manche de l'élu en charge de tel sujet. Je pense par exemple à l'élu en charge de la petite enfance sur une site de crèche. J'avais rencontré récemment, de lui dire tiens, il y a moyen de faire quelque chose, de construire, voire même de prendre part. Et je pense que c'est ça aussi le boulot entre guillemets des élus sensibilisés à ça, c'est vraiment de normaliser l'outil SIC sur des compétences qui ne sont pas toujours dans le même portefeuille que l'élu en charge de l'ESS notamment. Très bien. Est-ce que Philippe? Oui, je crois que c'est clair que il y a une multitude de champs d'activité dans une collectivité. Et si on participe à une SIC, il y a aussi une charge de travail, il faut une présence nécessaire des gens qui sont au conseil d'administration, en assemblée générale,
et on ne peut pas multiplier les participations. Il faut les assurer correctement. Ou alors, on est partenaire dormant, mais nous, on est donc sur la SIC COP Bio Île-de-France, on est au conseil d'administration. Donc, ça demande quand même un suivi régulier et on ne peut pas multiplier les participations sans s'assurer qu'il y a un bon suivi au niveau interne. Oui. Alors, du coup, je me permets de passer à une question suivante. J'ai bien vu qu'il y avait quelques questions en suspens, mais comme je vous le disais, en fait, on va dérouler une série de questions, donc on y reviendra vraiment à la fin si on n'y a pas répondu. Mais en tout cas, sachez que je vois bien vos questions. Alors, je suis désolée, j'ai du mal à... C'est bon. Voilà, donc une question qui là pour le coup est très très fréquente. Est-ce qu'une une collectivité territoriale au capital d'une SIC peut également attribuer une subvention, contracter un marché ou une délégation de service public avec cette même SIC? Et puis peut-être dans un deuxième temps, mais peut-être que la réponse se fera en même temps, et comment éventuellement mettre en place des garde-fous, les garde-fous nécessaires. Peut-être Florent Chambol pour démarrer sur cette question. Oui, donc rapidement en cadrage, donc il n'y a aucune contre-indication bien entendu. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre la notion qui est vraie dans les coopératives, particulièrement dans les SIC, de double qualité. C'est-à-dire que la collectivité, elle va être, si elle entre au capital, associée, et elle va être aussi partenaire, qu'elle soit par exemple partenaire financeur ou autre. Mais c'est vraiment le principe de double qualité, c'est comprendre que les deux rôles sont dissociés et différents. Et d'ailleurs, quand je vais être associé, je ne vais pas être seulement là au titre de mon rôle de financeur si je suis financeur, mais je vais être pleinement associé à l'intérêt collectif de la coopérative. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend en marchant aussi, qui ne sont pas innées, et que c'est aussi les formations, entre autres, qu'on fait, nous notamment aussi à l'Union régionale des SCOP, sur mon rôle d'associé dans les SIC au regard de mon statut avant d'entrer au capital et comment je peux jouer ce rôle-là, etc. Donc, il n'y a aucune contre-indication entre les deux. Après, il y a des mesures à prendre. Par exemple, je vais éviter de désigner le même mandataire à l'AG que celui qui va attribuer la subvention éventuelle à la SIC. Donc, éviter les conflits d'intérêts de cette manière-là. Après, j'ai envie de dire, c'est pas tellement différent d'avec une autre structure qui pourrait être associative ou autre. Donc voilà. Après, il y a toutes les règles qu'on va détailler plus loin sur les aides d'État, etc. Mais sinon, voilà, pas de problème à ce niveau-là. Je pense que l'analogie, elle se fait avec une association. On a quand même pas mal d'associations dans lesquelles les collectivités… alors, on compare peu avec d'autres formes de sociétés commerciales, puisque par principe, ce n'est pas possible. Donc, l'association, c'est une bonne analogie. Dans lesquelles les collectivités sont membres, qui n'empêchent pas les collectivités de subventionner, voire de passer des marchés ou des concessions à ces associations-là, dans le respect des règles qui permettent de prévenir les conflits d'intérêts. Donc avec un dépôt ou une délégation ou ce genre de choses-là. Mais c'est en vrai un process assez commun pour une collectivité qui serait déjà membre d'associations qui ont notamment une activité, je pense aux concessions, avec du pub, de sites sportifs ou autres. L'analogie, elle est là. Donc il n'y a pas de règles ni plus fortes ni moins fortes en SIC. On est vraiment sur du droit commun. Avec une analogie un peu entre une SED et une association. Merci. Et juste, pardon, ouais, j'ai oublié juste un truc, c'est que nous, dans 90% peut-être des projets qu'on accompagne aujourd'hui où il y a une collectivité dans le tour de table, on est sur des projets où on affiche dans les statuts qu'on met 100% du résultat en réserve. Où on arrive du coup sur un objet non lucratif en fait, qui au niveau économique et financier ressemble vraiment purement à l'association, puisque tous les résultats chaque année qui sont éventuellement réalisés vont en réserve impartageable. Donc la petite part de dividendes qui est possible en distribution dans les SIC
peut être réduite à néant, en fait, à zéro statutairement. Et c'est souvent une sécurité de plus qu'on prend dans les statuts et de plus en plus souvent dans les cycles qu'on accompagne. À savoir que dans la loi, particulièrement en SIC, ce qui n'est pas le cas pour toutes les coopératives, certes, il y a une possible distribution de dividendes, même s'il est plafonné à un taux réglementé entre 2-3% en ce moment, et pas pouvoir dépasser 50% de l'excédent, mais surtout, cette part distribuable, pour la calculer, on va déduire 100% des subventions de toutes sortes reçues, de sorte que on ne peut pas avoir en principe, même par effet de vase communicant, puisque de toute façon les subventions elles sont toujours fléchées en analogie, en analytique sur un projet, mais on ne peut pas avoir d'effet de vase communicant et se distribuer de l'argent, en tout cas sur les fonds disponibles des subventions, puisque même pour le résultat distribuable, dès la loi, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une possibilité qu'il y a de distribuer des subventions. Après, effectivement, on voit de plus en plus de SIC, notamment celles qui sont issues de la transformation d'associations, qui vont jusqu'à prévoir 100% de mise en réserve, et même celles qui le prévoiraient pas, mais qui ont déjà une lucrativité très très limitée, ne peuvent de toute façon pas distribuer, enfin en tout cas dans leur distribution, doivent déduire le montant des subventions perçues à l'année, ce qui bien souvent annule le résultat, puisque les sites comme d'autres ont plein de subventions, enfin des subventions d'activité comme d'autres acteurs. Donc ça limite d'autant plus la lucrativité. En fait, pour illustrer, moi j'ai deux exemples de SIC. Donc la COP Bio-Île-de-France dont je vous ai déjà parlé. Donc on est au capital de la SIC. Et aussi on a voté il y a quelques années une subvention d'investissement dans cette SIC pour construire une légumerie. Donc ça n'a pas posé de problème. Et par ailleurs, on a quelques marchés avec cette SIC, des marchés d'approvisionnement alimentaire. Il suffit de respecter la réglementation sur les marchés publics, ce n'est pas un problème. Et on a une autre SIC qui est une SIC d'énergie, Sud Paris Soleil, où on est au capital aussi. Et on a aussi, l'année dernière, il y a eu un appel à projet. On a des subventions de fonctionnement classique et des subventions via des appels à projets. Et dans l'appel à projet, il y a démarrage d'activités liées au développement durable, l'éducation populaire, la réduction des consommations d'énergie. Et donc, on a attribué une subvention à cette SIC. Alors, et par ailleurs, il est envisageable aussi de mettre à disposition un toit, par exemple, d'un collège, pour l'installation de panneaux solaires sur cette SIC. Il n'y a pas de problème juridique de quelque nature que ce soit. On est tranquille. Merci beaucoup. Il y a Pierre Roth, qui est vice-président à l'économie sociale et solidaire à Strasbourg, qui disait on a besoin de textes juridiques précis aussi pour pouvoir argumenter auprès des services juridiques de la collectivité. J'ai donc partagé sa question. J'ai vu, Benjamin, que tu avais mis un lien et un extrait d'article. Est-ce que c'est bien en référence à la oui, le premier que j'ai balancé il y a quelques minutes, c'était sur l'article qui dispose de la possibilité des collectivités d'être associées de SIC. Là, c'est le dernier que j'ai envoyé, c'est sur le fait que les subventions ne sont pas redistribuables. Après, heureusement ou malheureusement, il y a peu de cadres légal et encore moins réglementaires, puisque ça tient essentiellement à ces deux articles-là dans la loi coopérative. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur le droit commun, la jurisprudence administrative et par analogie avec la réglementation qui peut être plutôt écrite sur les associations, voire sur le lien avec d'autres formes de sociétés. Je pense notamment au SEM, même si on est quand même dans un cadre plus libéral. Donc, on est dans une situation où on a un cadre qui est assez libéral, donc qui peut être pratique, mais malheureusement, comme on retrouve par exemple le PASA dans le Code général des collectivités territoriales ou dans d'autres textes, ça affaiblit aussi la notoriété et
et la crédibilité juridique du modèle par rapport à d'autres modes qui sont beaucoup plus encadrés. Donc soit on a un pas culturel à faire vers cette forme qui est finalement plus libérale, soit on a quand même cet intérêt de retrouver des dispositions sur les SIC dans les textes que les collectivités, leurs services juridiques ont l'habitude de consulter et qui vont plutôt être le Code général des collectivités. Je pense que c'est ça qu'on peut porter notamment. Il n'y a pas de texte qui va écrire noir sur blanc. Voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec une SIC. On a finalement une certaine liberté. Et ensuite, c'est de la doctrine, donc des textes comme peut en écrire l'URSSCOP, le RTES ou FINACOP. Mais il y a encore peu de décisions, finalement, peu de jurisprudence des tribunaux, des cours d'appel, etc., encore moins du Conseil d'État, puisqu'on est quand même sur une forme qui est relativement jeune, même si on est quand même sur... on disait 1 millier de SIC, 40% qui ont des collectivités, donc près de 400 sociétés qui ont au moins une collectivité sociétariale, mais peu de contentieux sur lesquels s'appuyer en termes de jurisprudence. C'est peut-être pas plus mal. Il faut peut-être l'interpréter aussi comme un sens positif, mais on manque de repères, donc il faut construire. Après, on le fait en accompagnement régulièrement de collectivités. La question a été posée, l'URSSCOP le fait aussi. On le fait en général en bonne intelligence. Donc, il y a quand même de l'accompagnement là-dessus. Moi, je vois de plus en plus de cabinets, même de publicistes, enfin, d'avocats en droit public, qui se saisissent de cette forme-là, donc qui sont aussi voilà, de plus en plus outillés. Nous-mêmes, on est de plus en plus sollicités par des collectivités, on s'y prête de plus en plus. Donc, je pense que cette difficulté, on va l'apparaître en faisant aussi, et c'est le travail du RTES, la remontée de témoignages, d'expériences, etc., en disant quand même que tout ça passe le contrôle de l'égalité. Hein, donc, a priori, on est bon. Tout à fait. Alors. Du coup, juste, ouais, j'ai mis en lien c'est sur le site Les SIC, hein, donc c'est assez simple. Et il y a un petit question-réponse et il y a quand même effectivement, après, comme dit Benjamin, il n'y a pas tant de références de loi que ça parce que voilà, c'est pas un sujet qui est autant abordé que ça par la loi, mais en tout cas, tout est un peu là sur ce site. Après, je voulais juste témoigner, pour rebondir sur ce que disait Benjamin, c'est vraiment, moi je le constate depuis assez longtemps sur les SIC, c'est une histoire d'acculturation, c'est-à-dire forcément c'est un statut qui est tellement jeune, parce que 2001 pour un statut juridique c'est jeune, il est mal connu, donc il y a des appréhensions. Après, on voit que quand ça se fait, ça se passe bien en fait. Moi, j'ai même pas vraiment eu vent de projets où ça se soit mal passé, où il y a eu quelque chose qui n'aille pas. Ça peut mal se passer pour toutes les raisons du monde, mais par contre, rarement pour des points spécifiquement juridiques ou financiers, en fait. Hein. Après, pour des questions de gouvernance, pour des questions de projet, bien sûr, il peut arriver ce qui se passe sur tout autre projet, mais en tout cas, pas forcément pour des choses liées au pur droit. Donc ça doit rassurer tout le monde. Et par contre, après, c'est normal que la montée en charge soit prenne le temps qu'il faut, puisqu'il faut que tout le monde, sa culture au statut, le connaisse. Il y a des collectivités aujourd'hui qui, dans leur politique ESS, disent quand il y a une SIC sur le territoire, on s'y intéresse, on regarde, et puis on prend éventuellement une part. Ils l'ont quasiment automatisé, mais c'est clairement pas la règle générale aujourd'hui, mais ça vient petit à petit aussi. Merci. On a une question de Olivier Guillotin, qui est élu à la ville de Fresnes au développement économique et au commerce, qui demande s'il n'y a pas un risque ou une obligation pour une collectivité qui est au capital d'une SIC, qui elle-même ferait office d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour cette même ville. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à faire là-dessus. Ça peut poser des problèmes, pas spécifiques à la SIC, mais qui sont propres au droit de l'urbanisme, où effectivement on a une difficulté à avoir le même cabinet, le même conseil en amont et en aval d'une opération.
Ça pose, après l'AMO, c'est un terme qui maintenant est utilisé pour beaucoup de choses. Donc voilà, dans les projets urbains immobiliers, ça peut poser un problème, mais c'est sectoriel, c'est pas lié à la SIC. Après, on n'a pas de difficulté à avoir une SIC qui serait intervenue en accompagnement d'une collectivité en amont et qui interviendrait en aval dès lors qu'à chaque fois, on a les règles de la commande publique qui sont respectées, en sachant que les règles de la commande publique permettent quand même des avantages particuliers aux structures d'ESS, dont la SIC sur un certain nombre de marchés, mais qui sont limités à des objets sociaux, culturels, alors qui rentrent pas mal en lien avec les compétences des départements et de la commune, peut-être moins avec la région, si ce n'est du coup on retrouve la compétence économique. Mais du coup, on n'a pas de cette problématique-là sur de l'AMO, de l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage, sur sur l'ensemble des commandes, des marchés, des activités qui ne seraient pas de l'urbanisme, où on a cette règle très, très particulière. Merci bien. Et du coup, ça fait un petit peu écho à une question de Michel Lulec de la Navette qui demande comment concilier ou échapper en partie au droit de la concurrence, obligation de faire des appels à projets, alors que le principe même de la SIC est que la collectivité est partenaire ou même partie prenante finalement de l'entreprise. C'est de la double qualité que rappelait Florent, qui est essentielle, mais qu'on part par des règles de déport quand on retrouve quand on a la SIC, quand on a la collectivité dans la SIC et que la collectivité passe un marché, on va s'attacher à ce que ce ne soient pas directement les mêmes personnes qui siègent dans les deux. Après, c'est ce que je disais, c'est notamment, et là ça va d'une part être lié à la forme de SIC, donc comme structure de SS, mais également lié à l'activité, on a du coup des marchés réservés, je pourrais partager les liens, qui sont assez limités, sur lesquels on peut réserver ce marché-là à la SIC pendant 3 ans, donc ça permet de démarrer, donc sans mise en concurrence, ce qui n'empêche pas la SIC de poursuivre cette activité en commande publique, mais à ce moment-là, à l'issue des 3 premières années, ça veut dire qu'on va faire un autre appel plus large. Voilà, puis après, on a quand même les seuils de droit commun. Sur le soutien à une SIC, parce que je sentais la question de la concurrence avec le privé, on va regarder aussi les conditions dans lesquelles, ça revient sur la prise de participation au capital, les conditions dans lesquelles la SIC participe au capital. Si elle le fait comme d'autres associés et qu'elle n'a pas un intérêt plus important ni moins important que les autres, ça peut ne pas poser de questions. Si, je sais pas, on est sur une activité qui est plutôt rentable et qu'au contraire, on a, par exemple, zéro lucrativité, on peut avoir des sujets de subvention, et dans ces cas-là, on va considérer que la subvention qui est apportée par la SIC à travers la prise de participation au capital, ce n'est pas le capital apporté, c'est seulement l'intérêt dont la SIC se priverait si elle mettait cet argent ou vis-à-vis de la rentabilité d'une autre entreprise du type. Donc ça s'argumente, mais en aucun cas c'est l'ensemble du capital, et c'est en ça que c'est par ce critère de subvention réglementée qu'on va regarder est-ce qu'il y a trouble à la concurrence ou pas, et pas au travers finalement de est-ce que je file un marché public à une SIC dans laquelle je suis dès lors que je respecte les règles de départ. Nous, on a l'exemple, juste, on a des marchés publics où ce n'est pas toujours notre SIC qui les remporte. Bien souvent, c'est d'autres. Donc, voilà, c'est la pratique aussi. Ça ramène peut-être vers l'autre partie, la partie suivante. Oui, c'est ça. Finalement, il y a autant de droits, mais il y a autant de droits et de devoirs que dans n'importe quelle situation de marché public, sachant que là aussi, c'est quelque chose sur lequel travaille le RTS. Il y a quand même des leviers d'action possibles. Il y a des possibles dans le code de la commande publique pour essayer, dans un certain cadre, d'accompagner, d'allotir, enfin en tout cas d'orienter le plus possible la commande publique vers les structures de l'ESS sans pour autant déroger au code de la commande publique. Mais c'est vrai qu'il y a un cadre effectivement qui est celui.
Alors, sachant que la question n'a pas été formellement tranchée, il n'y a pas de décision de justice qui dit qu'une SIC, par exemple, ne bénéficie pas d'un régime dit in-house, donc de quasi-régie pour une collectivité qui y prendrait part. Mais la récente réponse du gouvernement sur le cas des SEM, où on pouvait se poser la question parfois de est-ce qu'une SEM, ce n'est pas une quasi-régie à qui on peut filer un marché sans mise en concurrence, qui a tranché que dès lors qu'on a même 1 euro de participation privée, on sort de ce cadre-là, s'applique évidemment aux SIC. Donc, on n'a pas cet avantage pour les SIC de clause de quasi-régie publique. Pour autant, on n'est pas du tout plus compliqué que, comme je disais, une association dans laquelle la collectivité prendrait part par ailleurs. Très bien, merci. Alors, je vous propose de passer à la question suivante, si j'y arrive. Voilà. Donc, la collectivité personne morale étant représentée dans la gouvernance de la SIC par une personne physique, comment éviter les conflits d'intérêts lors d'attribution de subventions, de marchés et de délégation de services publics? Alors, vous l'avez un petit peu abordé, mais peut-être qu'on peut prendre le temps de creuser un peu davantage cette question. Est-ce que Florent Chambol, tu souhaites démarrer? Oui, on l'a quand même pas mal abordé, hein, un petit peu. Enfin, moi, je pense que pour être simple bon, après, je pense que peut-être le témoignage de Philippe peut être aussi intéressant, hein, pour avoir un avis pratique, mais je pense qu'il faut quand même retenir 2 choses qui ont été dites. C'est que la comparaison avec l'association est la bonne. Il n'y a pas vraiment de différence dans la manière de faire après. Et puis, la deuxième chose, c'est que bien évidemment, il y a la pratique de désigner le mandataire de la collectivité à l'AG de la SIC qui ne siégera pas dans la commission éventuelle d'attribution. Donc, il y a des pratiques logiques à mettre en œuvre. Mais après sinon, en tout cas, s'il y a des particularités, ça ne va pas être du fait qu'on soit avec la SIC, quoi. Ça va être plus d'éviter les conflits d'intérêts comme on le ferait dans toute autre situation, mais la SIC ne va pas ajouter un obstacle supplémentaire à cela. Voilà, moi je ne suis pas spécialiste de ce point de vue-là en plus, donc je ne dirais pas plus là-dessus. Ok. Peut-être Philippe Mingot, du coup? Oui, alors, nous, c'est clair que dans une grande structure, le département du Val-de-Marne, il y a 8000 agents. C'est un peu différent d'une petite commune. Et en général, l'élu qui siège dans la SIC ne siège pas à la commission d'appel d'offres. C'est la même chose dans un conseil municipal. S'il y a un conseil municipal qui est dans une association, il ne vote pas les subventions pour cette association, il sort au moment du vote. Donc, c'est des choses de bon sens qui paraissent logiques. Il faut éviter de se retrouver dans des conflits d'intérêts. C'est tout. Je crois que c'est assez simple. Ok. Et donc, j'ai une question pardon, je ne sais plus de qui, mais en tout cas qui nous est parvenue en amont de la conférence. Et mes excuses à cette personne d'oublier de qui est cette question, mais quel est l'impact du changement d'exécutif? C'est-à-dire concrètement, comment ça se passe quand au niveau de la collectivité, il y a un changement d'exécutif? Y a-t-il une procédure particulière à adopter pour nommer une autre personne représentant la collectivité? Alors, en principe, dans la SIC, la collectivité est liée en tant que personne morale. Donc, on a peu d'attachement dans la SIC à la personne physique qui représente la collectivité. Et la collectivité est souveraine pour désigner la personne physique qui la représente. Le cas se pose assez naturellement en cas de renouvellement, notamment de changement de majorité, mais il peut également se poser en cours de mandat, très tranquillement. Et le cas échéant, on va avoir un parallélisme des formes, c'est-à-dire que la collectivité, alors ça va dépendre comment est-ce qu'elle s'organise, est-ce que c'est une délégation qui appartient à son président ou qui est déléguée à un VP ou qu'il faut passer en assemblée, mais va tout simplement changer son représentant dans la SIC, comme elle changerait le représentant qu'elle a dans n'importe quel organisme, syndicat de communes, etc., qu'elle aurait
dans n'importe quelle association auquel elle est membre, n'importe quel SEM. Et du côté de la SIC, évidemment, ça nécessite une mise à jour du registre des sociétés de son cabis pour faire apparaître le nom de là ou du représentant de la collectivité. Mais voilà, c'est quand même assez relativement simple, pas plus compliqué que de changer le représentant au CCAS ou dans une association entre X ou Y. Et quels sont les risques encourus pour la personne physique qui représente la collectivité? Alors là aussi, je pense que tu y as peut-être répondu, mais et est-ce que ces risques sont différents si la collectivité est au conseil d'administration ou si elle est finalement simplement sociétaire de la SIC? Alors, il y a deux questions. Oui, pardon. On La peut prendre question le temps de la personne physique qui représente et la question de la collectivité. La collectivité n'a effectivement pas la même responsabilité si elle est simple associée et que, en gros, sa responsabilité, c'est perdre le capital qu'elle a investi, pas plus, ou si elle prend part à un organe, et le cas échéant, on n'est pas sur le même niveau de responsabilité si c'est un organe d'administration, où il y a une forme de solidarité du conseil d'administration au DG, même si on a des titus, etc., et qu'après on partage, on dilue cette responsabilité-là au niveau de l'AG. Elle a une moindre responsabilité si elle est dans un conseil de surveillance, puisque par définition légale, les membres du conseil de surveillance sont irresponsables. Alors c'est ce qui fait aussi, quand on a des SIC SA, qu'on a une tendance, on le voit dans nos accompagnements, à privilégier des formes de sociétés anonymes dualistes, donc avec un conseil de surveillance d'une part, dans lequel on pourrait retrouver la collectivité, et un directoire d'autre part. En aucun cas, on aura la collectivité comme personne morale, de toute façon, avec un plus haut degré de responsabilité qui serait celui de mandataire social, DG ou président ou membre du directoire ou président de CS en SA ou gérant d'une SIC SARL, parce qu'il faut absolument que ce soit une personne physique, pas seulement une personne physique qui représente une personne morale, mais une personne physique en tant que telle, un tutu personnel. Donc ce n'est pas le cas des collectivités. La question peut se poser sur une SIC SAS, où la présidence pourrait être occupée par une collectivité. Au demeurant, ce n'est pas le choix qu'on constate, justement par le souci de préserver la responsabilité de la collectivité. On est quand même sur une initiative privée à laquelle la collectivité prend part. Et donc, je n'ai pas d'exemple de présidence de SIC par une collectivité, de SIC SAS, j'entends. Donc ça, c'est la responsabilité de la collectivité, qui peut du coup être un peu plus importante si elle est au C1 ou si elle est dans un conseil avec une forme de responsabilité en SAS. Ensuite, on a la question de la personne physique qui représente la collectivité. A priori, elle y est là au titre de son mandat d'élu, donc en principe irresponsable. Elle peut avoir des comptes à rendre au niveau de la collectivité, c'est-à-dire qu'on est sur un principe de ruissellement, de responsabilité, c'est-à-dire que vis-à-vis de la SIC et des personnes intéressées qui pourraient faire grief à sa gestion en tant qu'administrateur, par exemple, de la collectivité, vont faire grief à la collectivité qui a son degré de responsabilité et qui peut s'en retourner, mais a priori, il faudrait que l'élu ait commis des fautes de gestion en son nom propre, déjà que la collectivité soit elle-même ait une faute de gestion, ce qui est quand même compliqué, même en tant qu'administrateur, on fait rarement ça, et que derrière, elle s'en retourne et qu'il y ait une faute. Donc, a priori, même en cas de défaillance, en tout cas, on a zéro exemple de collectivité ou de représentant de collectivité qui aurait une problématique de responsabilité dans une SIC. À ce jour, on croise les doigts, mais ça fait quand même quelques années, même si c'est jeune, ça aurait pu arriver. Très bien, merci. S'il n'y a pas de complément sur cette question, j'ai une autre question. Ouais. Oui. Enfin, très rapidement, mais c'est vrai que nous, on déconseille systématiquement qu'une collectivité soit mandataire, que ce soit du coup dans un conseil d'administration, puisque les administrateurs d'une SAS sont mandataires sociaux, hein, donc c'est une responsabilité forte. Et pour les raisons à la fois de gouvernance et de complexité que ça peut entraîner, quoi. Et du coup, effectivement, plus de les intégrer à ce moment-là dans un organe plutôt consultatif. Alors là, on est assez inventif dans les SIC, notamment les SAS, mais dans toute autre forme, on peut l'être aussi. Et donc, d'être entre les mandataires et l'AG pour pouvoir y participer plus activement, mais sans être mandataire.
c'est pas une règle de droit, mais c'est plus une règle de pratique, de doctrine, quoi. Là-dessus, c'est quand même pas mal la doctrine de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, d'avoir par exemple plutôt des sièges de censeurs qu'on va retrouver, donc qui ont un pouvoir analogue en fait, à un membre d'un conseil de surveillance. Donc, c'est pour ça que je disais que ce mode-là aussi va en poupe pour ces questions de responsabilité par rapport à un C1. Mais voilà, pour préserver la responsabilité des dirigeants, on s'appuie aussi sur la doctrine des partenaires financiers parapublics. Néanmoins, nous, on siège au conseil d'administration de la SIC COP-Bio, puisqu'il y a 6 ou 7 collèges, et on représente le collège des collectivités locales. Après, je n'ai pas en tête le statut, si c'est la SAS, etc. Moi, je suis économiste, je suis pas juriste. On n'a pas beaucoup de soucis avec le service juridique là-dessus. Donc, c'est aussi intéressant quand même de siéger au conseil d'administration parce qu'on apprend beaucoup de choses. Enfin, on va y venir. Et puis, on a eu l'occasion de réunir les différentes collectivités locales qui siégeaient pour échanger sur nos modes de participation, sur nos politiques agricoles, nos politiques d'achat alimentaire. C'est quand même voilà, on peut participer de façon aussi active avec un rôle spécifique pour au sein de notre collège. Parce qu'on n'a pas le même rôle que dans le collège des producteurs, même si on participe au conseil d'administration avec eux, on peut aussi animer la vie de notre collège. Oui, merci. Alors, j'ai encore une question sur les risques finalement. Sandra Guillemin de l'Eurométropole de Strasbourg qui demande si l'élu est membre du conseil d'administration d'une SIC SAS, jusqu'où la collectivité peut-elle être engagée? Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Après, en fait, déjà, on va différencier personne physique, personne morale, parce que l'élu peut être membre personne physique du conseil d'administration d'une SIC. À ce moment-là, il a la responsabilité d'un administrateur, mais je ne vais peut-être pas m'étaler là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence à ce titre-là. Et en revanche, en tant que personne morale membre du conseil d'administration, là aussi, la collectivité, elle va avoir la responsabilité d'un administrateur. Nous, c'est pour ça qu'on le déconseille d'ailleurs. Et après, malheureusement, je suis désolé, mais je ne me prononce pas, moi, sur des choses trop juridiques, parce que je reste un accompagnateur du développement de projet et je veux pas dire d'erreur. Donc, mais après, c'est les responsabilités d'un administrateur d'une SA. Hein, c'est une responsabilité sociale assez élargie, en fait. On est mandataire, on est sur le CABIS et voilà. Je pense que l'analogie pour les collectivités, elle peut se faire au niveau des SEM ou d'autres formes d'entreprises publiques locales qui ont quand même des administrateurs de collectivités au conseil qui calquent en fait leurs responsabilités sur des SA. Je pense que c'est la meilleure analogie. Donc, c'est quelque chose, moi, que je décommande pas nécessairement, hein, mais il faut avoir conscience de l'implication que ça a et qu'effectivement, c'est pas pareil d'être membre à l'AG, mais c'est peut-être pas suffisant pour l'implication d'une collectivité que d'être membre dans un conseil et que c'est pas pareil le cas échéant, que ce soit un conseil d'administration, un conseil de surveillance. Enfin, les missions ne sont pas les mêmes. C'est une prise de risque calculée qui est quand même très relative et normalement, la personne physique, si elle ne s'implique pas plus que ça, qui représente la collectivité et qu'elle ne déconne pas, voilà, il n'y a pas d'irresponsabilité non plus, mais les exemples sont quand même assez rares, c'est quand même assez cadré. Et dans un conseil d'administration, on n'est pas tout seul. Donc, voilà. Après, c'est quand même un risque qu'il faut appréhender, mais qui est mesuré. Après, je profite quand même de toutes ces questions pour parler un tout petit peu gouvernance coopérative. Faut voir qu'on est dans une société commerciale avec un gérant, si je prends l'exemple simple de la SARL. Hein. Un gérant, il a une responsabilité sociale forte, aussi forte que dans une SARL classique. Et l'idée, c'est d'être sur une structure opérationnelle qui fonctionne bien, qu'on ne soit pas dans la caricature qu'on entend parfois sur les coopératives de « il faut tout décider ensemble », ce qui n'est pas vrai. Le gérant d'une coopérative décide. Simplement, il a intérêt à décider dans le sens commun parce qu'après, quand il y aura l'Assemblée générale, les gens ont une voix en fait. Et c'est là que la démocratie s'exerce. Et donc, s'il ne va pas dans le sens commun, il y a toutes les chances que ça se passe moyennement bien.
Donc, en fait, la coopérative, c'est ça l'idée de la gouvernance coopérative, c'est de dire le principe démocratique, il se fait réellement et ce n'est pas des belles paroles. Chacun a une voix et va pouvoir s'exprimer. Et du coup, le gérant a tout intérêt à fonctionner en transparence tout au long de l'année, etc. Donc, on va mettre des organes consultatifs dans lesquels les associés vont pouvoir être représentés pour pas seulement avoir la parole une fois par an en AG, mais on va quand même essayer de respecter, en tout cas nous, c'est un peu notre doctrine, de respecter cette notion d'un côté la vie coopérative et d'un côté une gestion opérationnelle qui va quand même devoir être un maximum simplifiée aussi, parce que sinon ça peut quand même être compliqué. Et après, il faut aussi se dire qu'on est sur un projet multipartenarial où chaque partie prenante a sa place. Donc même dans le cadre, la collectivité aussi doit avoir ce regard-là par rapport à sa place dans le projet de SIC aux côtés des autres parties prenantes. Voilà. Oui, c'est une question de pratique, hein. On connaît des SIC à SARL avec une gérance très homogène ou SAS avec une présidence de direction générale qui sont très opérationnelles avec une AG par an, et puis ça fonctionne pas moins vite que ce qu'on pense d'une entreprise privée classique. Et à l'inverse, une SASU, donc une société avec un associé unique qui décide de tout, mais qui peut volontairement décider de concerter et d'alourdir le processus. Je pense que dans la SIC, on a le principe démocratique qui transpire, alors pas seulement qu'à l'AG, mais dans tous les organes dont on se dote. Mais ce n'est pas une démocratie qui appesantit la SIC, hein. C'est plus souvent quand même quelque chose qui permet justement de taper juste en AG, puisqu'on ne va pas attendre l'AG pour consulter, mais ça ne va pas spécialement ralentir le process formel de prise de décision. On a dans d'autres formes de société, de la concertation, etc. Ça n'empêche pas d'aller vite. La forme coopérative, j'allais dire, ce qu'impose la loi, c'est un mode de vote démocratique une fois par an en AG. Ça pourrait ne pas être plus. On encourage quand même à ce que ce soit plus vivant que ça. Mais effectivement, on est loin de l'usine à gaz qui peut parfois être redoutée. Moi, j'ai pu connaître des SIC avec 300 sociétaires et qui filent droit parce qu'il y a une grosse homogénéité dans le sociétariat, et inversement des petites SIC avec un sociétariat très faible mais très divers qui pouvaient mettre plus de temps à avancer. Donc c'est moins lié à la forme elle-même qu'à la culture des acteurs et à leur convergence. Merci. Justine, je crois que vous souhaitiez intervenir. Oui, je voulais simplement mentionner l'existence aussi d'assurance en fait pour vraiment mitiger le risque pour les personnes physiques qui siègent au sein d'un conseil d'administration. Je ne sais pas si c'est à la portée de toutes les collectivités qui participent à ce webinaire, mais ça permet de supprimer le risque au niveau du civil pour la personne qui siège en tant que personne physique au conseil d'administration ou dans un organe de gouvernance. Ça ne permet pas de protéger contre un procès au pénal, mais ça, je pense que pour le coup, ça arrive quand même assez rarement qu'un administrateur aille au pénal, mais ça permet de les protéger sur le plan civil. Et du coup, j'en profite juste pour dire qu'on a récemment accompagné une des premières sociétés courtiers d'assurance en SIC qui s'appelle Daccess. Et donc voilà, qui fait de l'assurance, qui travaille beaucoup avec les CAE notamment, mais qui fait de l'assurance en classique. Merci bien. Je vous propose de passer à une autre question. La grande question des SIC et des aides d'État. Et c'est à Benjamin que revient l'honneur de démarrer sur le sujet. Alors, on n'a pas de… Déjà, je commence par dire que même si dans la loi coopérative, on envisage un dispositif spécifique et pour le coup, là, c'est pas mal, on a un cadre assez libéral en termes de réglementation, mais au moins on exprime, s'il y avait un doute, le fait que les SIC peuvent être subventionnés par les collectivités territoriales. Mais finalement, dans le décret qui organise ça, on fait un renvoi aux dispositions classiques, donc en termes d'aide de minimis, de
service d'intérêt économique général. Donc, lorsqu'une collectivité va inscrire une ligne de subvention sur un soutien spécifique au SIC, donc elle peut le faire puisque la loi et le décret lui permettent, en termes notamment de reporting et de cumul, etc., ça va rentrer dans les mêmes enveloppes sensiblement pour le reporting à la région notamment des aides de minimis. Après, la SIC, de par son objet d'intérêt collectif, ce n'est pas une entreprise comme les autres. On peut l'avoir un peu comme une association qui aurait par ailleurs une activité économique, c'est-à-dire qu'elle peut avoir tantôt une subvention au titre d'activité finalement dite non lucrative, puisque au terme de la réglementation européenne, on n'est pas tant sur la forme de la structure que l'activité qui est subventionnée, et tantôt une subvention qui est plutôt sur une activité marchande, concurrentielle, et qui va entrer notamment dans des considérations d'aide de minimis. Et par ailleurs, on a du coup ce plafond de 200 000 € d'aide de minimis pour les SIC, alors qui est du point de vue de la SIC, donc c'est toute collectivité, tout être confondu sur 3 ans, mais qui est porté du coup à 500 000 € lorsque on est sur du service d'intérêt économique général. Alors les deux se cumulent, mais l'idée c'est qu'il appartient finalement à une collectivité qui serait en partenariat avec une SIC, qui notamment lui confierait une mission et a fortiori une subvention à ce titre-là, de qualifier en fait presque souverainement. Il y a quelques règles, mais c'est surtout le fait que la collectivité ait ce réflexe-là de qualifier ce soutien dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, parce que quand une SIC, je disais, c'est un appareil de coopération d'abord à vocation économique. Donc souvent, on a des SIC de filière, par exemple, qui soutiennent une filière économique. Ça, c'est un service d'intérêt économique général. Donc ça motive aussi une subvention qui peut être plus large en termes de plafond. Après, il faut retenir qu'on est dans le cadre de droit commun et de la réglementation européenne. On n'a pas de difficultés particulières sur les SIC, voire on a peut-être plus sur les SIC que d'autres sociétés qui seraient subventionnées, la facilité d'argumenter qu'on est sur une subvention sur une activité non lucrative ou SIEG, par analogie à ce qu'on ferait plus facilement sur une association. Donc il faut projeter aussi les latitudes qu'on peut avoir sur une association, sur une SIC potentiellement, mais on n'a pas plus de contraintes. Merci. Florent, si tu souhaites compléter. Peut-être 2 points. Donc, rapidement, que l'apport au capital donc, rentre pas dans l'assiette de calcul des minimis, donc des aides à retenir. Et puis, il y a juste un deuxième point, c'est qu'en fait, parfois, ce qui nous porte confusion dans la question qu'on a, c'est qu'il y avait effectivement un décret en 2002 qui prévoyait un régime spécifique d'aide au profit des SIC. Aujourd'hui, c'est quand même le grand flou et c'est plus vraiment valable. Et ce qu'on retient, c'est ce qu'a dit Benjamin, c'est qu'on est dans le régime général et que régime général des aides économiques et qu'il n'y a pas de spécificité réellement SIC. Et je vais répéter ce qu'a dit Benjamin, mais effectivement, plutôt une facilité du fait qu'on est sur un objet à lucrativité très limitée, voire parfois un objet non lucratif, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Très bien, merci. Alors, peut-être avant d'aborder cette question, même si c'est peut-être lié d'ailleurs sur l'impact des SIC sur les territoires, de sortir un petit peu du focus juridique qu'on a eu durant toute cette visioconférence, demander à Justine Métro un peu de nous détailler les conditions d'intervention de la Banque des territoires auprès des SIC, sachant que c'est une question aussi posée par Anne-Sophie Ramard de la communauté d'agglo Roissy Pays de France, qui donc demandait effectivement les conditions d'intervention de la Banque des territoires au SIC et s'il y avait, si vous demandiez, enfin si la Banque des territoires demandait un retour sur investissement particulier. Alors oui, donc on intervient, comme je le disais en introduction, dans les SIC à travers 2 principaux types d'outils. Une intervention au capital
et une intervention en quasi-fonds propres. Donc, ça va être des financements qui ne sont pas du capital, mais qui sont juniors par rapport à des emprunts bancaires classiques, donc qui vont permettre de renforcer quand même les quasi-fonds propres de la société coopérative. Donc, quand on intervient en capital, en général, on va proposer une participation assez minime dans le capital parce que justement, on attend une certaine rémunération de nos investissements, un certain rendement financier de nos investissements. Et donc, on va généralement coupler une prise de participation au capital qui va nous permettre de siéger à la gouvernance, donc soit en tant que censeur, effectivement, comme le mentionnait Benjamin, soit on peut également siéger dans des organes, conseil d'administration, conseil de surveillance, à voir au cas par cas. Donc, on va coupler une prise de participation au capital à un outil de quasi-fonds propres. Donc, parmi les outils de quasi-fonds propres, on a des prêts subordonnés à intérêt participatif, donc qui vont être subordonnés à de la dette bancaire classique. Donc, ça va permettre d'avoir un effet de levier et donc de faciliter en général l'accès à un prêt bancaire. On peut aussi avoir des obligations convertibles en actions ou éventuellement, en tout cas, des obligations. On peut avoir des titres participatifs aussi, qui sont des titres émis spécifiquement par les coopératives et qui permettent de lever des financements sur une durée assez longue. Et donc, dans tous les cas, on se positionne en investisseur de long terme, donc sur des durées qui sont de minimum 7 ans, voire plus, et avec, par contre, effectivement, une attente de rendement qui va généralement se traduire par la perception d'un intérêt ou d'une commission selon l'instrument financier qui est retenu. Et voilà, qui permet d'équilibrer la participation au capital et la participation en quasi-fonds propres. Pardon, merci Est-ce qu'il y beaucoup. avait d'autres précisions attendues ou... Alors, pour l'instant, non. Et en tout cas, moi, ça m'a semblé très clair. Mais n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des précisions sur les interventions de la Banque des Territoires. En attendant d'éventuelles demandes de précision, je vais donner la parole à Philippe Mingot, peut-être sur cette question de l'impact de la SIC, des SIC sur le territoire, et en tout cas comment au Conseil départemental du Val-de-Marne vous abordez cette question. Je vais vous donner un exemple pratique et après j'essaierai de partager un tableau un peu plus théorique, mais ça risque d'être un petit peu long, donc vous me direz. L'exemple pratique, participer à la vie d'une SIC, être notamment au CA de la SIC, ça permet de comprendre aussi un secteur économique. Sur les questions agricoles, on n'est pas simplement, on fait de l'accompagnement, on met en œuvre une politique publique agricole, mais aussi grâce à notre participation à la SIC, on est en contact avec des producteurs, on comprend les contraintes de production, les contraintes économiques, mais aussi les contraintes environnementales, par exemple les problèmes de sécheresse, etc. Et on est aussi au courant de trous dans le marché. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'Île-de-France, on a une offre faible, en tout cas dans la SIC, il y a une offre faible sur les produits, les fruits, tout ce qui est fruits. Et là, j'ai un agriculteur qui aimerait bien développer de l'arboriculture en bio, c'est un agriculteur conventionnel. Et je suis allé le voir il y a quelques temps avec les partenaires de la SIC pour avoir un échange. Il y avait les partenaires de la SIC, il y avait aussi le groupement des agriculteurs biologiques, il y avait aussi des gens qui travaillent dans nos services sur la commande publique. Il y avait aussi une autre collectivité territoriale. Donc, on y a été à plusieurs et ça permet d'avoir un échange et de mieux connaître de l'intérieur le fonctionnement d'un secteur d'activité. Et je crois que ça a une très grande importance. Ça permet vraiment d'être plus opérationnel sur le métier. Alors, éventuellement, il y a aussi des retombées économiques qui peuvent être mesurées. Alors, je vais essayer de partager l'écran si j'y arrive, parce que je ne suis pas très doué. Alors, Normalement, vous pouvez prendre la main. Il faut que vous stoppiez. Ouais, j'ai pris. Bon, attendez. Voilà, ici, vous le voyez? Non. Non, non. Bon, et là, vous voyez, non? Bon, je vais le dire autrement. Par exemple, sur la SIC énergie, si on a un projet de SIC, une économie citoyenne,
eh bien, on va avoir des retombées sur le territoire, souvent parce que il y a des commandes locales plus importantes. Il y a de l'investissement local, donc l'investissement il reste sur le territoire, il ne s'investit pas à l'extérieur du territoire, et donc la participation d'une collectivité au capital d'une SIC, ça renforce aussi la confiance des citoyens dans le projet. Et donc, ça permet que l'argent circule aussi, reste sur le territoire. Ça évite des fuites d'argent en dehors du territoire. Parce que la question du circuit économique local est importante, et on a beaucoup d'activités qui sont des activités de proximité dans l'économie, un peu par nature, ou qui peuvent être des activités de proximité. Et on peut réfléchir à des investissements sur ces activités de proximité pour avoir une offre locale qui permette de substituer aux importations. Parce qu'un territoire importe. Il n'importe pas simplement l'étranger, mais il importe tout ce qui est à l'extérieur de ce territoire. Et souvent, il y a un certain nombre d'importations qui peuvent être substituées par le développement d'activités locales. Pas toujours, mais dans certains cas, c'est possible. Et la collectivité peut jouer ce rôle-là qui permet de maintenir l'argent sur le territoire et de dynamiser le territoire selon un mécanisme bien connu de multiplicateur keynésien local. Voilà. Bon, ça c'est. Après, par exemple, il y a les travaux de Boris Chabanel qui sont très intéressants, des travaux de chercheurs sur ces questions-là. Je vous invite à les regarder. Il y a un papier d'une dizaine de pages sur le circuit économique local et qui est très intéressant. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Merci Philippe. On te demande le nom de la SIC dans le domaine agricole dont tu… La COP Bio-Île-de-France, c'est toujours la même. Je vous ai parlé de la COP Bio-Île-de-France et de Sud Paris-Soleil. Voilà, alors peut-être qu'on est membre d'autres SIC sans que je ne le sache, puisqu'on est un gros département et donc je ne sais pas tout. Bon, du coup, j'ai été impatient de parler parce que c'est vraiment le sujet, à mon avis, qui est phare par rapport au SIC et aux coopératives en général. C'est l'impact qui est évidemment plus important. Je pense qu'on en est convaincu pour différentes raisons. Donc, moi, je prends un exemple souvent qui est assez simple. Là, c'est un exemple récent qui, malheureusement, c'est pas fait, mais c'était avec la région Île-de-France. On était sur un outil de production agricole, en fait, détenu par une SAS qui a fait faillite pour différentes raisons. Et il y avait deux projets de reprise. Un, c'était un grand groupe américain, donc c'était assez caricatural dans les présentations qui étaient faites, et puis la SIC, avec des salariés et des artisans. Il y a un projet, en fait, où on avait un prix pour les agriculteurs qui était très, très bas, et tout qui partait en export. Et un autre projet où on avait une répartition de la valeur sur le territoire avec tous les acteurs de la filière qui en profitaient. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut bien le comprendre. Et en fait, pour moi, le rôle des collectivités, au-delà des points qu'on a vus là sur la participation, c'est aussi de promouvoir ce statut parce qu'en fait, c'est un statut qui protège. Et je pense que c'est… en étant très, très optimiste et positif, ce n'est pas trop tard. On peut encore conserver toutes nos entreprises sur les territoires et pas se retrouver avec uniquement des auto-entrepreneurs et des multinationales. Et le statut de coopérative et de SIC, il est plus que jamais à l'ordre du jour. Et je pense que c'est vraiment le rôle de sensibilisation qu'on a à jouer et pour lequel l'Europe nous finance dans les unions régionales. C'est vraiment de faire comprendre ça, en fait. De faire comprendre que ce statut, il est avant tout protecteur parce que justement, il a un impact positif sur les territoires pour les catégories qui sont impliquées dans la SIC, mais au-delà, en fait. Et donc ça, on le vérifie tous les jours. Alors après, les projets, ils ne marchent pas tous. On va pas mentir. Il y a des projets qui marchent plus ou moins bien. Mais en tout cas, l'idée du statut, et c'est pour ça qu'on l'appelle société coopérative d'intérêt collectif, c'est que toutes les parties prenantes, là, le ruissellement doit fonctionner dans la SIC puisque la valeur va être partagée pour toutes les parties prenantes. On ne va pas se retrouver dans un déséquilibre en fait qu'on peut constater sur pas mal de secteurs économiques. Peut-être compléter, puisqu'on a effectivement une résilience, je n'ai pas le chiffre, donc je ne vais pas vendre du rêve, mais une résilience, un taux de mortalité à l'inverse des SIC qui est beaucoup plus faible que d'autres formes d'entreprises, puisque même si le statut est jeune, on a quand même un certain nombre de créations, quelques-unes qui se sont cassées la gueule, mais en nombre bien moindre que
que des formes classiques de société. On a des SIC qui vont être en appui des collectivités, on le disait, sur la lutte contre l'entrepreneuriat précaire, par exemple les coopératives d'activité et de l'emploi. On a l'actualité, la réindustrialisation, etc. Moi, il se trouve que j'ai pu bosser en manière pro bono, donc militante, avec Guy Asquette sur la SIC de Masques en Bretagne. A priori, cette SIC-là, elle va quand même moins facilement licencier ou délocaliser que quand c'était possédé, enfin que l'ancienne boîte américaine avec ses fonds de pension. Sur un territoire, on le voit, une SIC, même en période de difficulté, elle va beaucoup moins avoir tendance à se séparer d'un personnel qui est notamment associé et plus s'appuyer sur les ressources territoriales, partenariats, voire le bénévolat. En tout cas, on a une mobilisation qui est beaucoup plus agile, intelligente et socialement innovante des SIC, des ressources du territoire. On voit quand même beaucoup plus de coopération qu'une entreprise classique. Et la SIC, avec la collectivité à son bord, ce qui n'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est le cas, fait qu'il y a quand même une vigie beaucoup plus forte sur l'attention aux besoins du territoire. Mais également, la collectivité, elle n'est pas que là, on évoquait le poste de censeur, mais elle n'est pas que là en surveillance, elle est aussi là en apport. Philippe le disait bien, la collectivité, elle identifie aussi un certain nombre de manquements. Lorsqu'elle soutient une coopérative ou d'autres formes, c'est parce qu'il y a un besoin social peu ou pas satisfait. La collectivité, elle peut le faire remonter directement et plutôt dans un dialogue coopératif au sein de la coopérative qui va mobiliser toutes ses ressources qu'au niveau seulement d'un dialogue de gestion qui serait suivi avec une association subventionnée ou dans le cadre d'un marché public à une entreprise tierce pour dire voilà ce qui est arrêté, voilà ce que tu fais. Le dialogue coopératif va être beaucoup plus riche parce que ça peut se faire aussi en interne, en amont de la coopérative. Pardon. Merci. Est-ce que Justine, oui. Oui, peut-être en complément, sans répéter les propos des différents intervenants que je partage, je pense aussi que le statut de SIC n'est pas une garantie suffisante et qu'il est important vraiment d'avoir une représentation des intérêts divers et qui peuvent souvent être a priori antagonistes et que les SIC peuvent permettre de concilier. Et ce qui permet, je pense, à beaucoup de SIC de s'atteler à des tâches aussi et des défis particulièrement compliqués. Pour rebondir sur ce que disait Benjamin, je pense par exemple à la SIC de Viager solidaire, les 3 colonnes vers Lyon, dans laquelle la Banque des Territoires est, qui, je pense, a développé une solution un peu innovante et particulière en tenant compte des intérêts et des besoins de toutes les parties prenantes. Et je pense aussi à la SIC Village Vivant, dans laquelle la Banque des Territoires a aussi investi récemment, donc qui s'attaque à cette problématique des désertifications économiques, je dirais, des centres-bourgs. Et on voit peu, pour le moment, c'est vrai, d'entreprises qui ne sont pas coopératives, qui s'attellent ou qui s'attaquent à ce genre de problématiques, même s'il en existe bien sûr, mais les SIC sont là un outil particulier, et je pense qu'il peut avoir un impact d'autant plus important. Pour Village Vivant, je pense qu'on vient de réaliser l'investissement. La structure existe depuis déjà quelques temps, mais on va voir son essaimage dans les mois à venir ou les années à venir, et on espère que l'impact attendu sera bien sûr au rendez-vous. Merci beaucoup. Il est quasiment l'heure. Il reste quelques questions en suspens, j'ai envie de dire, d'ordre très précis, et je crains que si on rentre dans ces questions, voilà. On y passe encore un peu de temps. Ce que je propose, c'est de garder celles qui sont en suspens et peut-être il en reste 3-4, de les envoyer aux différents intervenants, et on pourra apporter une réponse écrite, je pense, par la suite. Peut-être quand même vous partager la question qui pourrait, je trouve, être une belle conclusion, enfin vos retours pourraient être une belle conclusion. Partager la question de Julien Ravello, qui est conseiller municipal à la ville de Villeurbanne, qui demande, qui rebondissait à des propos bien plus antérieurs de Benjamin, comment les collectivités peuvent-elles susciter l'intérêt des SIC? Et selon vous, quels sont les moyens et leviers dont elles disposent? Voilà, je propose de soulever cette question un peu en guise de conclusion, et rappeler que quand même le RTS a aussi des outils par rapport à cela. Mais voilà, je vous invite tous les 4 à répondre peut-être à cette question.
si vous le souhaitez. Je peux prendre l'exemple de l'Île-de-France où en fait avec la CRES, on a mis en place en fait des tournées dans les EPT, donc et les collectivités franciliennes pour présenter à trois, donc CRES, collectivité, Union régionale des SCOP, les statuts, et en fait parler du statut et l'expliquer sur ces 3-4 grands fondements et sur ce que ça veut dire pour le territoire, c'est la meilleure manière de diffuser cet esprit coopératif et puis du coup de favoriser l'émergence de projets. Hein. C'est la fonction de sensibilisation, en fait, elle est hyper importante. Elle n'est pas rémunératrice, donc c'est de plus en plus difficile de la faire et donc il faut saisir toutes les occasions pour la faire, pour parler du statut, sensibiliser, et c'est la première étape. Et après, dans les leviers, il y a tous les leviers qu'on a un peu cités de participation au projet de SIC. Après, c'est du temps, hein, comme l'a dit Philippe, mais voilà, les collectivités, on l'a vu, peuvent assez simplement participer au projet de SIC sur les territoires, donc c'est aussi un levier important. Merci. Vas-y, Benjamin. Non, je rebondis. Les leviers, ils sont les leviers communs de soutien à l'ESS, qui soient effectivement subventions, etc. Ils sont effectivement, je pense qu'il faut y penser plus souvent, des leviers de gestion, c'est-à-dire que ce soit de la délégation de services publics, de la concession, des choses comme ça. Nous, on accompagne aussi de plus en plus la SIC comme levier de développement urbain, donc en termes de levier de promotion foncière avec des acteurs du territoire. La banque des territoires est jamais loin de ce genre de projet, notamment sur l'urbanisme transitoire, etc. Mais pas que. On a aussi sur des projets de logement, on parlait des 3 colonnes, des villages solidaires, villages vivants sur la dynamisation urbaine. On a les CCI qui se posent la question de participer à des SIC de centre-ville à vocation commerciale, enfin de dynamisation commerciale avec les collectivités. Donc, on accompagne ça aussi. La Confédération Générale des SCOP aussi. Donc, il y a quand même de nombreux leviers. Après, l'enjeu, c'est de faire sortir la SIC de l'ornière ESS et donc que ce soit un outil qui n'est pas seulement un outil de l'ESS pour l'ESS et de quelques délégations qui tourneraient autour, mais vraiment systématiser. Donc, le fait que des collectivités se donnent de protocoles, ce qu'on a fait à Pleine Commune, pour associer en fait aussi les élus en charge des délégations sur lesquelles la collectivité va entrer dans la SIC, puisque c'est finalement rarement au titre de ESS, même si c'est les équipes de cette compétence-là qui portent ça dans la collectivité, c'est aussi les cabinets, les élus et puis les administrations de chèques, de toutes les compétences finalement des collectivités qui peuvent se servir de cet outil-là. Donc là-dessus, on a quand même un travail d'acculturation et de diffusion. Moi, je ne manque pas, par exemple, dans le conseil municipal, comme je disais, à chaque fois que je vois une SIC sur une collectivité qui résonne, de faire ping, de renvoyer. Voilà, après, c'est des outils de droit commun, finalement, qui doivent être développés, sur lesquels, on l'a dit, les risques juridiques, mais parce on a été échaudé sur les scènes parfois, sont finalement plus identifiés qu'ils ne sont posés d'expérience. Donc, les questions qui sont posées là l'illustrent. Donc, qui est a priori un mode quand même assez simple d'intervention, relativement. Et oui, une SIC, le statut ne fait pas tout. Donc, ça reste un projet d'entreprise, qui suppose quand même un modèle économique, pas seulement, on préfère parler de modèle socio-économique, mais qui ne peut pas non plus reposer que sur la collectivité, parce qu'on l'a dit, il peut y avoir un changement de majorité, il peut y avoir d'autres priorités, etc. Mais la collectivité doit pouvoir appuyer ça, mais surtout pouvoir s'appuyer là-dessus. Ce que je disais sur le dialogue coopératif, nous, je sais que sur Pleine Commune, on a petits champions qui font par exemple de la construction bois et qu'on pousse sur des projets urbains. C'est aussi des réponses qui n'existent pas sur le marché et qu'on aide à faire émerger sur notre territoire en cohésion avec des priorités politiques de transition notamment. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Philippe, tu souhaitais intervenir ? Oui, enfin, je pense que ce qui est important, c'est bien d'avoir des services ESS pour sensibiliser, pour construire un réseau, etc.
Et puis, une SIC dans un territoire, quand elle entre en contact avec d'autres structures associatives, etc., ça développe souvent des vocations. Donc ça, c'est important, cet effet réseau. Et puis, au niveau d'une collectivité, par contre, dans la gestion, il ne faut surtout pas que ce soit le service ESS qui gère ça. Ça doit être réparti sur les différents champs de compétences si on veut vraiment que la collectivité puisse bien suivre, être présent et actif dans les SIC. C'est tout ce que j'ai à dire. Je parlais pour le processus de souscription qui est souvent porté par le service ESS. Après, évidemment, il faut que l'élu, le cabinet, tout ça se saisisse au titre de sa compétence. Parce que la SIC, c'est qu'un outil. Au-delà d'être une SIC, c'est une activité dans laquelle on coopère. Très bien. Bah, merci beaucoup. Vraiment, un grand merci à tous les quatre pour votre participation à cette conférence et toutes vos réponses à ces questions très précises parfois. Je vois que vous continuez à répondre dans le chat, donc c'est super. Et puis vraiment, les questions qui resteraient en suspens, on veillera à y répondre par écrit dans un deuxième temps si nécessaire. Donc vraiment, un très grand merci à tous les quatre et un grand merci aussi aux participants voilà, d'avoir contribué aussi avec vos questions à cette conférence. Comme je le disais, on en fera un document écrit. On tâchera vraiment de garder trace de ces éléments et de le partager avec les différents intervenants. C'est un sujet sur lequel le RTS va continuer à travailler. Comme le disait tout à l'heure Alain Federici, dans le fil de discussion, la déléguée générale du RTES par rapport voilà, à essayer d'inscrire aussi, de protéger, on va dire, la possibilité pour les collectivités territoriales de participer au SIC dans le code des collectivités locales. C'est quelque chose qui a été défendu à plusieurs reprises et qui le sera très certainement à nouveau. Donc voilà, sujet sur lequel on va poursuivre nos travaux. N'hésitez pas aussi à continuer à nous faire part de vos questionnements. C'est aussi comme ça qu'on alimente les travaux, les questions et du coup les réponses. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup encore. Merci, au revoir. Merci à tous, Merci, au revoir. Au revoir, merci.